Une deuxième partie d'émission consacrée au sommet Africa Forward qui se tient à Nairobi au Kenya. Et nous prenons d'ailleurs tout de suite la direction de la capitale kenyane pour rejoindre Demet Korkmaz et son invité. Un entretien exclusif avec Kristalina Georgieva, la présidente du Fonds monétaire international. Avec cette question notamment, vous allez le voir, la dette des pays africains est-elle soutenable et comment mobiliser investisseurs et secteurs privés sur le continent? La patronne du FMI s'adresse également à la jeunesse africaine, l'Afrique où les moins de 25 ans représentent plus de 60% de la population. Madame la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est la première fois que vous allez vous adresser aux téléspectateurs francophones de TV5 Monde. Nous sommes ravis de vous accueillir. Alors, face au conflit, aux multiples crises, à la fragmentation du monde, est-ce qu'il y a encore des raisons d'être optimiste? Et si oui, qu'est-ce qui peut vous rendre encore confiante? Premièrement, je l'espère. Et les raisons pour lesquelles nous pouvons être optimistes, c'est parce que depuis un an, nous sommes allés d'un choc à un autre et encore un autre. Et pourtant, l'économie mondiale est résiliente. Quelles sont les sources de cette résilience? D'abord, et depuis une décennie, les gouvernements, à travers différentes activités économiques, ont laissé travailler le secteur privé, qui est plus agile, plus adaptable. Et quand le choc est arrivé, ils sont très rapides à trouver une solution au choc. Deuxièmement, depuis une décennie aussi, nous avons assisté à une amélioration sur le plan politique, monétaire, sur la politique fiscale et la protection contre les problèmes divers. Troisième raison, c'est la technologie. Nous avons assisté à des progrès énormes en matière de technologie, lui permettant encore une fois d'être plus résiliente au choc. Mais je crois que la raison la plus importante, à mon avis, c'est que l'humanité est capable d'absorber des événements inattendus et malgré toutes les forces de fragmentation dans le monde. Alors nous sommes ici à Nairobi. L'Afrique connaît l'une des croissances les plus rapides au monde. Mais un certain nombre d'économies africaines souffrent de la dette. Cette dette qui est associée à un risque très élevé. Les taux d'intérêt pratiqués sont très élevés. Qu'est-ce qui pourrait permettre d'atténuer cette exposition au risque qui est surévalué pour les pays africains? Il est très important de reconnaître que les niveaux de la dette ont augmenté partout à cause des chocs que nous avons subis depuis ces dernières années. Et l'Afrique ne fait pas exception. Ici, il y a un niveau de tolérance à la dette assez bas, car l'économie africaine, dans son ensemble, ne suffit pas à satisfaire le besoin des populations. La meilleure façon de faire face à la dette, c'est de travailler avec les différents pays pour qu'ils puissent avoir une meilleure gestion de leur dette. Deuxièmement, quand la dette n'est pas durable, nous devons pouvoir la restructurer. Nous avons vu cela avec le Ghana. Le Ghana et sa dette de 50% a considérablement coûté à la population et à l'économie. Alors, il faut aussi injecter davantage de dynamisme sur le secteur privé, au lieu que ce soit l'État. Les investisseurs en capital ont la possibilité de mieux gérer l'économie
Et c'est ce qui est bien pour l'Afrique. L'Afrique peut mieux utiliser ses ressources. L'Afrique peut attirer un financement des sociétés. Alors, justement, l'Afrique dispose d'une épargne qui est évaluée à 4 000 milliards de dollars, mais cet argent ne reste pas en Afrique. Cet argent est investi à l'étranger, à l'extérieur. Quelles réformes ou quels signaux doit-on adresser au secteur privé pour que l'argent soit investi ici, en Afrique, et pour que ça puisse profiter à la population? Premièrement, nous pouvons le faire. Ce qu'on peut faire, c'est d'avoir des fondamentaux économiques, montrer qu'il y a une bonne gouvernance et qu'il n'y a pas de corruption. Et sur cette base, attirer l'argent pour investir en Afrique. Il y a des pays en Afrique qui sont allés loin dans cette direction. Si vous pensez au Rwanda, par exemple, ou à la Côte d'Ivoire, vous verrez qu'il est possible d'attirer un financement de différentes sources pour l'investir en Afrique. Deuxièmement, il est très important pour l'Afrique de penser en termes d'intégration. Le commerce entre pays africains et une collectivité plus efficace entre eux ferait en sorte que l'Afrique soit plus attrayante pour le financement. Parce que si on met en œuvre la zone de libre-échange en Afrique, cela serait une source d'attraction des capitaux. Il y a beaucoup de sources. Il y a des pays qui n'ont pas de contrôle de leur situation économique, mais ils ont le contrôle de leur politique. Il faut qu'ils s'organisent. Ok, alors ça sera une très bonne transition pour un message à la jeunesse qui évolue dans un monde qui est angoissant, très évolutif, très incertain. L'Occident n'est pas épargné. Quel message voulez-vous leur adresser aujourd'hui? Ce qui est absolument intéressant, c'est de voir ce qui se passe en Afrique. Et je viens de l'Europe, une société qui est vieillissante. Comment tout faire fonctionner pour les jeunes eux-mêmes et pour le continent africain? Il faut qu'il y ait des emplois pour les jeunes, il faut qu'il y ait un esprit d'entrepreneuriat et aussi qu'il y ait accès au capital. Il faut aussi supprimer les formalités qui peuvent permettre à ces jeunes de devenir des entrepreneurs. Il y a un facteur intéressant en Afrique, c'est que les femmes empruntent et remboursent leurs dettes comme tout le monde, mais ont 6 fois moins d'accès au capital que les hommes. Il faut donc écarter ces barrières pour tout le monde. Les États doivent faire en sorte que l'investissement soit juste. Il faut profiter de l'énergie d'entreprise en Afrique. Il faut permettre à ces femmes de prendre des décisions. Et il ne faut surtout pas dicter qui a accès aux capitaux et qui ne l'a pas. Merci beaucoup, Kristalina Georgieva, d'avoir été notre invitée sur TV5 Monde. Merci à vous. Kristalina Georgieva qui répondait aux questions de Demet Korkmaz, et à la caméra il y avait Guillaume Gouet. Alors on va tenter d'aller plus loin sur ces questions, mais aussi de dresser les premiers enseignements de ce sommet de Nairobi qui se clôture donc ce mardi avec nos invités en plateau. À mes côtés, Arthur Massa, bonsoir, vous êtes économiste chargé du Centre de développement de l'Afrique, l'Europe et du Moyen-Orient pour l'OCDE. Et puis en direct de Nairobi au Kenya, Kako Nububko, ancien ministre du Togo et spécialiste des questions économiques. Merci beaucoup d'être avec nous en direct ce soir. Je viens vous voir dans un instant, Kako Nububko. Je voulais vous poser une question tout d'abord, Arthur Massa. On vient d'entendre la patronne du FMI aborder la question de la soutenabilité de la dette. Est-ce que, selon vous, il faut renforcer la souveraineté budgétaire des pays africains? Et si oui, quels sont les chantiers prioritaires? Oui, il faut renforcer la souveraineté budgétaire africaine. C'est absolument indispensable, ce qui passe d'abord par une transformation
transformation des économies, une industrialisation, une transformation par une industrialisation locale, une transformation qui va pouvoir de passer d'une croissance. On est à 4,2% aujourd'hui dans un contexte difficile macroéconomique, donc en baisse par rapport à l'année dernière, 4,5%. Mais en fait, on peut doubler cette croissance en investissant par exemple de manière ciblée dans les secteurs de productivité, aussi le secteur social, mais aussi dans les infrastructures par exemple. Donc pour renforcer cette souveraineté budgétaire, renforcer et élargir les assiettes fiscales est absolument vital. On est en moyenne à 16,1% de ratio taxe sur le PIB aujourd'hui. Il faut pouvoir élargir ces assiettes. On a cette assiette fiscale. On a des pays comme le Nigeria qui sont passés de 5 à 8%, donc qui ont fait beaucoup de progrès en peu de temps et on peut continuer à faire beaucoup d'avancées sur ces points-là. Et là, effectivement, c'est un exemple concret. Kako Nubovko, les dirigeants de l'Union africaine, eux, ils souhaitent mettre en place des réformes pour remédier au système de crédits mondiaux. Quelles réformes, justement, faudrait-il adopter, selon vous ? Oui, je suis entièrement d'accord avec Arthur. Le premier enjeu, c'est la question de la fiscalité. C'est-à-dire qu'il faut absolument accroître l'assiette fiscale. Il faut savoir, par exemple, que si on fait un effort d'accroissement de la fiscalité équivalent à 2% du produit intérieur brut africain, ben, ça ferait 60 milliards de dollars. C'est exactement le montant de l'aide publique au développement qui va à l'Afrique. Donc ça veut dire que nous avons potentiellement les moyens de nous autosuffire. Après, l'enjeu, c'est de pouvoir distinguer le court terme du moyen long terme. À court terme, il y a un enjeu d'équilibre des finances publiques. Et ça a toujours été le mantra du Fonds monétaire international. Donc je ne suis pas surpris que la directrice générale du FMI soit revenue sur cette question. Le problème, c'est qu'il y a un cercle vicieux. Parce que quand vous faites de l'austérité budgétaire, ben, ça réduit la croissance économique et du coup ça réduit vos recettes fiscales. Et donc vous êtes encore plus incité à faire de l'austérité budgétaire. Et donc c'est un jeu qui est perdant-perdant. Et donc, pour arriver à ce que Arthur dit justement, il faudrait qu'on puisse développer un système financier, et je réponds là à votre question, qui puisse permettre de financer l'économie réelle, ce qui est très peu le cas à l'heure actuelle. Donc, il faut qu'on travaille encore plus sur les canaux de transmission de la finance au secteur réel de l'économie, qu'on lutte contre les flux financiers illicites. Il faut savoir, par exemple, que chaque année, nous perdons 90 milliards de dollars de flux financiers illicites et il y a très peu de retour des 610 milliards de dollars de recettes d'exportation que nous générons chaque année. Donc, il y a effectivement des modalités pour que l'Afrique puisse avoir beaucoup plus de ressources pour financer la transformation structurelle de ces économies. Alors, je rebondis sur ce que vous dites, Kako Nubovko, avec une question pour Arthur Massas. Ce qui est intéressant aussi, c'est que sur le continent africain, l'épargne, elle est là, mais elle n'est pas assez utilisée. C'est bien cela. On parle de moins de 3% d'épargne utilisée. L'objectif, c'est combien? C'est 5% à peu près. Comment on fait justement pour atteindre cet objectif et davantage utiliser l'épargne présente sur le continent? Voilà, l'objectif est d'avoir 5% d'investissement des fonds de pension, investisseurs institutionnels, dans les infrastructures et les avoirs durables en Afrique, où on est à moins de 3% aujourd'hui. On faisait comme estimation qu'avec l'ensemble des investisseurs institutionnels, fonds de pension, souverains, assurances, s'ils investissaient un peu moins de 11% de leurs avoirs sur le continent, en particulier dans les infrastructures, on pourrait donc atteindre les objectifs du développement durable. Alors ces investissements, pour des raisons évidemment de gestion du risque qui sont évidentes, ne vont pas dans l'économie vive et l'économie réelle du continent. Donc il faut pouvoir trouver les leviers de garantie pour dérisquer les investissements, pour apporter donc les éléments qui peuvent rassurer les investisseurs, stimuler la croissance et créer les emplois dans les viviers où ils sont le plus besoin, et notamment faire grandir le secteur informel pour que les petites et moyennes entreprises, les micro-entreprises puissent se développer. Beaucoup sont tenues par des femmes et donc c'est vraiment le vivier
l'activité des économies africaines et là où les emplois sont créés. On a besoin de 34 millions d'emplois par an, donc il faut vraiment beaucoup de travail et beaucoup d'investissement. Je voulais vous parler également de ce qu'on a vu lors de ce sommet, des investissements de certaines entreprises. On va écouter dans un petit instant la présidente du groupe Orange, parce qu'on l'a vu, il y a de plus en plus de recours au secteur privé. Est-ce que selon vous, c'est une solution pérenne en quelques secondes ? C'est une solution indispensable, mais qui a été très limitée jusqu'à présent. On a un ratio à 0,45% de mobilisation de l'investissement privé par l'aide au développement. Donc pour $1 d'aide au développement, on a 0,44-45 dollars ou cents qui ont été mobilisés pour les investissements dans les infrastructures. Donc on peut beaucoup mieux faire. C'est d'autant plus central que l'aide au développement donc a chuté de 26%, ce qui est une chute historique. Donc évidemment dû aux États-Unis, mais aussi au Royaume-Uni, la France, l'Allemagne. Donc on a besoin d'avoir de nouveaux outils. Et là, les investissements privés sont absolument indispensables, mais ils ont besoin de garanties pour protéger, pour pouvoir rassurer ces investissements et aller vers les économies vives des nations africaines. Et justement, on va écouter Christelle Eudman, elle est directrice générale de la société Orange. Elle était à Nairobi lors de ce sommet et elle explique un petit peu les investissements qu'elle va faire sur le continent africain. Écoutez. Oui, on a annoncé qu'on allait investir effectivement dans la formation pour former 3 millions de jeunes sur le continent à horizon 2030 avec des formations diplômantes, des formations sur des métiers technologiques, la cyber, l'IA, le cloud. On amène des formations que l'on amène que l'on déploie qui sont des formations diplômantes et qui sont gratuites. On le fait avec les Orange Digital Center. On en a aujourd'hui 50 sur le continent. On annonce aussi qu'on va les doubler, donc pour passer à 100 Orange Digital Center, toujours à horizon 2030, et puis accompagner les startups, puisque dans cet écosystème vibrant de l'Afrique et de la jeunesse, beaucoup ont envie d'investir dans leur entreprise, et donc cet engagement d'accompagner 500 startups également via Orange Venture et toujours les Digital Centers. Voilà, entretien réalisé par Demet Korkmaz. Kako Nububko, vous venez d'entendre la directrice générale d'Orange. C'est important de poursuivre effectivement ces investissements privés, du secteur privé sur le continent africain. Et c'est pour ça aussi qu'existe ce genre de sommet comme celui de Nairobi. Oui, tout à fait. C'est important de procéder aux investissements privés. Mais je voudrais m'inscrire en faux contre une vision de la croissance économique qui voudrait absolument passer par le préalable de l'épargne pour investir. J'ai entendu la directrice générale du FMI tout à l'heure. J'entends Madame Christelle Eudman du groupe Orange. Vous savez, aucun pays au monde ne s'est développé avec de l'épargne préalable. Les pays se sont développés grâce au crédit. Parce que pour investir, vous n'avez pas forcément besoin d'épargne. C'est à ça que sert la création monétaire. Et donc, le discours qui consiste à tout faire porter par le secteur privé, c'est un discours qui, à mon avis, est incomplet. Parce que de toutes les façons, si vous n'avez pas un secteur public fort, vous ne pourrez pas avoir de secteur privé fort. Et donc, moi, j'aimerais qu'on retourne à l'idée de la puissance publique. Est-ce qu'aujourd'hui, on a les instruments de pilotage des politiques économiques? On a parlé du budget, mais parlons de la monnaie. Et donc, l'idée absolument, à mon avis, erronée, qui consiste à dire l'épargne africaine va permettre d'investir, je crois que c'est une façon de ne pas résoudre les vrais problèmes, qui sont les problèmes de la souveraineté économique africaine. Et j'aimerais demander à la directrice générale du groupe Orange où est-ce qu'elle trouve l'épargne, parce qu'elle mobilise l'épargne dans les pays occidentaux où vous avez des taux d'intérêt de 1 à 2%, mais l'épargne dans les pays africains, vous n'avez pas des taux d'intérêt qui permettent d'accéder au crédit. Mais vous voyez, donc je crois qu'il y a obligatoirement les deux leviers que nous devons avoir en tête. La puissance publique est incontournable pour faire un processus de transformation structurelle des économies africaines. Au-delà de la question de l'épargne,
Oui. Excusez-moi de vous couper, Kako Nububko, mais je voulais rebondir sur ce que vous disiez à l'instant. Justement, la question des taux d'intérêt trop élevés sur le continent. Comment on fait justement pour arriver à ce qu'ils baissent, ces taux d'intérêt? Oui, le problème, c'est que si vous laissez au marché le monopole du financement de l'économie, le rôle du marché, donc du secteur privé, c'est la maximisation du profit. Donc si vous voulez investir à des taux d'intérêt raisonnables, obligatoirement, vous devez utiliser la ressource publique. Or, comme vous le savez, l'État a une durée de vie infinie. Donc il faut absolument faire de la création monétaire comme l'Europe l'a fait au moment de la crise des subprimes et au moment de la pandémie de Covid, avec le concept du quoi qu'il en coûte. Donc ce que je ne comprends pas, c'est que dans le discours des institutions financières internationales, on n'aborde absolument jamais la capacité de la puissance publique à financer le développement. Donc tant que vous allez laisser au marché le monopole du financement, eh bien c'est normal, vous aurez des taux d'intérêt très élevés, parce que le marché estime que le risque africain est supérieur au risque du reste du monde. Arthur Massa, intéressant ce qu'il dit à l'instant, Kako Nububko, parce que malgré ce constat, on peut voir que Emmanuel Macron, il a annoncé 23 milliards d'euros d'investissement en Afrique, on le rappelle, dont 14 milliards d'euros qui proviennent de la France. Conséquence, 250 000 emplois directs créés en France, mais aussi sur le continent africain. C'est important, ces chiffres, et est-ce que c'est ce qu'il faut retenir également de ce sommet, selon vous ? C'est très important, d'autant plus qu'il y a 9 milliards qui sont mobilisés auprès des Africains. Grandes entreprises, secteur privé africain et aussi gouvernement, ce qui montre l'importance du cofinancement, co-développement, coproduction, co-investissement. C'est absolument capital pour avoir des partenariats inclusifs, qui est notre ADN au centre de développement, notamment avec la Commission de l'Union africaine. Nous travaillons sur des partenariats comme la plateforme sur l'investissement en Afrique ou bien le rapport dynamique du développement en Afrique, qui sont des partenariats avec les acteurs en bénéficiant du meilleur de chacun des deux côtés. Et c'est là où le rôle du secteur public est absolument essentiel pour pouvoir mobiliser plus d'investissements du secteur privé. Et donc c'est là où les partenariats sont absolument essentiels. L'un ne peut pas se substituer à l'autre et les deux sont complémentaires. Je voulais également vous entendre sur une question en filigrane de ce sommet. Il a eu lieu dans un pays anglophone, le Kenya. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un rapprochement de la France avec les pays d'Afrique de l'Est, les pays plus anglophones, et donc une rupture avec les pays francophones d'Europe de l'Ouest? Comment vous l'interprétez justement, ce sommet franco-kényan à Nairobi? Pour moi, c'est pas une rupture, c'est un prolongement. Rappelons-nous que le sommet qui avait eu lieu à Montpellier était sans chef d'État africain et uniquement avec la société civile. Donc c'est dans le prolongement d'un changement d'approche, d'un partenariat d'égal à égal, partenariat inclusif, comme je le mentionnais tout à l'heure, mais donc aussi des partenariats élargis. Le président français a mentionné 100 précarés français, donc notamment au sein des pays francophones, donc d'où cet élargissement auprès des pays anglophones et en particulier auprès de pays émergents. Rappelons-nous que le Kenya est l'une des premières économies du continent, en particulier d'Afrique de l'Est, qui est la première région où il y a le plus de croissance, où la croissance est la plus résiliente, avec aussi l'Éthiopie, qui est un pays très important, et le Kenya, qui a fait preuve d'énormément d'innovation sur tout ce qui est, comme on le sait tous, avec le mobile money, évidemment, mais avec l'accès à l'Internet, avec l'accès à l'IA, avec les data centers qui sont en train de se développer aujourd'hui, mais aussi beaucoup de projets sur la logistique, avec là des investissements de 700 millions d'euros qui ont été mentionnés pour le pont de Mombasa, par exemple, mais aussi dans l'agriculture, donc dans des secteurs qui sont vraiment viviers pour la création d'emplois dans ces pays. Donc c'est un élargissement et aussi qui peut permettre aux pays francophones, comme aux autres pays européens et dans l'ensemble du monde, à aussi apprendre de ces partenariats et des leçons, des bonnes expériences qui sont faites dans un pays comme dans l'autre. Donc ici le Kenya, mais demain ça peut être la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Afrique du Sud. Et on suivra bien entendu toutes ces promesses faites lors de ce sommet à Nairobi, lors du prochain G7 au mois de juin. Ça serait important de surveiller ce qu'il se passe et si effectivement les promesses sont tenues. Merci beaucoup Arthur Massa et merci à vous Kako Nububko d'avoir été nos invités pour ce débat consacré donc à la suite du sommet de Nairobi. Merci à tous les deux.